Donc nous voilà dans la 3e journée du congrès, la 4e journée sur l'ensemble de la manifestation, incluant la journée satellite du mercredi. Et c'est un plaisir pour moi d'introduire Fabrice Maigreau, qui est ingénieur avec une dimension scientifique de recherche particulièrement avancée sur différents points qu'il va vous présenter en grande partie, et c'est passionnant. Et il travaille à c'est comment on dit, l'UQAM, voilà, c'est ça, à Bois-Laris, donc dans un centre de rééducation, avec donc une analyse de la marche qui se trouve sur place, dont il est responsable, et il y a pas mal de belles choses qu'il fait au niveau de l'analyse de la marche, et vous allez en avoir un bon compte-rendu. Donc Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette présentation, et puis nous t'écoutons. Merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir été courageux ce matin, parce qu'il est tôt, c'est samedi, et voilà, il y en a beaucoup qui sont partis, mais au moins vous êtes là, c'est très agréable. Je vais vous parler aujourd'hui des caractérisations et conséquences de l'instabilité motrice au cours de la marche. Alors c'est un thème qui est vraiment compliqué, parce que le champ est très très vaste, selon que l'on s'intéresse à des champs disciplinaires différents, que ce soit la biomécanique, la physiologie, la neurophysiologie, le contrôle moteur. On peut s'intéresser aussi à la robotique, la cybernétique, etc. Il y a énormément de champs qui peuvent s'intéresser à cette thématique. Là, je vais vous définir la marche un petit peu différemment de ce qui se fait d'habitude, puisque on va aller sur la coordination dans le temps et dans l'espace de l'ensemble des composants corporels en relation avec la tâche et le milieu. C'est une définition possible pour la marche, c'est possible également pour d'autres activités motrices. Elle doit être efficace, je dois arriver à marcher, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B. Elle doit être efficiente, si possible, c'est-à-dire je dois avoir un coût d'énergie qui me permet de pouvoir faire ça pendant longtemps. En tous les cas, c'est mettre un pied devant l'autre pour aller d'un point à un autre, encore. Ça a l'air bête, hein, mais on va voir que c'est pas si bête que ça. Alors pour agir et avoir une locomotion efficace, efficiente, et pendant longtemps, je dois mettre en adéquation un certain nombre de paramètres et de facteurs. D'abord de la mécanique, des articulations, des muscles, les commandes de ces muscles. Après, vous voyez au milieu ici, j'ai des informations sensorielles qui m'arrivent. Et puis, j'ai une interaction avec l'environnement. Je me déplace dans un environnement qui, lui, m'enrichit de ces informations et qui vont m'aider à réguler, en tout cas, les différentes étapes ou modes de fonctionnement de la marche. Pour ça, en fait, il y a plein de modèles explicatifs sur la façon dont on peut gérer l'ensemble de ces paramètres, que ce soit des paramètres internes ou externes d'interaction. Là, ici, c'est une représentation assez classique, en fait, d'un modèle en boucle fermée, c'est-à-dire donc sur une théorie du contrôle moteur qui est une théorie qui est proche de ce qu'on appelle une théorie computationnelle, c'est-à-dire que je vais avoir une notion de générateur de commande. Je vais avoir des paramètres de mouvement en termes de direction, de vitesse et d'amplitude qui vont se manifester au niveau musculaire pour produire un mouvement. Je vais recevoir une information, un feedback, par rapport à des références internes. Je vais détecter des erreurs, des déviations entre ce que j'ai fait et ce que j'attendais de faire. Et puis je vais corriger l'erreur et ça repartit en boucle. Alors des modèles comme ça c'est juste un résumé. C'est juste une modélisation d'un ensemble de modèles, de propositions de différents auteurs qui sont plus ou moins complexes, avec parfois des propositions plus compliquées, plus complètes, plus complexes, avec quelquefois des optimisations particulières. On verra les théories du point d'équilibre, par exemple, ou le minimum jerk. Voilà, il y a différentes théories. Ça, c'est vraiment c'est très générique. Mais ça pose un problème, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à tous les paramètres qui sont mis en jeu pour pouvoir assurer une motricité, qui soit aussi simple, entre guillemets, que la marche, on est confronté à un problème. Ce problème, c'est que le nombre de degrés de liberté mis en jeu, on va voir cette notion de degré de liberté, et les fortes non-linéarités, excusez-moi, qui caractérisent les chaînes cinématiques multisegmentaires,
Eh ben, un système purement computationnel, eh ben, il serait soumis à ce qu'on appelle une explosion calculatoire. C'est-à-dire que si on considère que le cerveau est un ordinateur, ben, de toute façon, il ne serait pas assez puissant pour calculer quoi que ce soit pratiquement en temps réel pour gérer l'ensemble de ces interactions. Donc on a un problème, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la notion de degré de liberté. Degré de liberté qu'on peut définir à la différence du degré de liberté biomécanique, comme un paramètre libre et disponible pour spécifier l'état d'un système. Donc ce n'est pas seulement biomécanique, la vitesse est un degré de liberté, la longueur de pas est un degré de liberté. C'est quelque chose que je peux faire varier pour obtenir un état différent de ce que je suis en train de faire. Celui qui a parlé de cette notion de degré de liberté, c'est Nicolas Bernstein, qui est un physiologiste et biomécanicien russe. Et dans l'étude du mouvement uniforme du marteau chez les ouvriers, il a constaté une chose, c'est que les différentes articulations qui sont impliquées dans la trajectoire de ce marteau, en fait, agissent en lien les unes avec les autres. Et elles s'autocorrigent afin de permettre systématiquement un mouvement uniforme du mouvement du marteau. Le problème de ce contrôle de mouvement, c'est la maîtrise de la redondance des degrés de liberté. Je vais vous évoquer ça dans la prochaine diapositive. Et donc cette maîtrise passe par la formation de synergies qui permettent de diminuer le nombre de paramètres qui sont à contrôler. Pour cette notion de synergie, on regarde par exemple sur un plan mécanique un bras à 7 degrés de liberté. Eh bien, si je fixe la main, j'ai réduit le nombre de degrés de liberté. Toutefois, le mouvement est toujours possible, donc c'est ce qu'on appelle la redondance des degrés de liberté. J'ai toujours plus de degrés de liberté disponibles qu'il n'est nécessaire dans la réalisation de ma tâche. Alors, une petite illustration, c'est le principe d'équivalence motrice, par exemple. C'est-à-dire que pour tenir un verre, ici, eh ben, je peux adopter plusieurs configurations segmentaires. Il y a toujours plusieurs solutions pour produire un résultat final qui serait, en coordonnées espace-temps, identiques. Les synergies que l'on a évoquées tout à l'heure, qui permettent de réduire le nombre de degrés de liberté à contrôler, eh bien, c'est une notion neurobiomécanique, et ça renvoie à l'idée que plusieurs choses se passent dans le même temps et se coordonnent. On va insister sur ce terme de coordination pour aboutir à un résultat qui est unique. Cette coordination passe par, selon certains auteurs, des structures coordinatives. Il y aurait des structures dédiées à la coordination, qui seraient flexibles avec des faibles couplages, et puis des dynamiques de coordination, donc des structures et des dynamiques, c'est-à-dire des transitions entre différents patrons. On va évoquer ça un petit peu plus tard, j'y reviendrai. Dans les notions plus classiques sur la synergie, par exemple sur un appui tendu renversé, donc sur les travaux de Pozzo et de Clément, ici vous avez un appui tendu renversé, ça c'est un appui tendu renversé de quelqu'un d'un bon niveau mais qui n'est pas expert, et puis voici un expert, et donc vous voyez au niveau des extenseurs et fléchisseurs des mains, eh bien, les patterns électromyographiques pour les deux correspondants. Et vous voyez quand même qu'il y a de grandes différences pour des stratégies différentes. Voici les synergies, voici les stratégies. Bernstein, par rapport à cette redondance des degrés de liberté, le fait de pouvoir les utiliser, eh bien, il a établi des travaux, notamment par rapport à l'apprentissage. Et il a détecté en fait 3 phases, il a décrit 3 phases dans l'apprentissage. Premièrement, pour le débutant, c'est de gérer cette redondance. Il y a énormément de degrés de liberté disponibles pour effectuer une tâche, et pour l'enfant qui commence à marcher, il a beaucoup de possibilités, et donc il va falloir gérer ce problème de redondance des degrés de liberté. Et donc, dans un premier temps, il va geler la plupart de ces degrés de liberté et va réaliser la tâche avec des degrés de liberté résiduels. Et donc, à ce moment-là, on va voir, alors peut-être que la tâche la plus simple pour vous, pour pouvoir bien comprendre ça, c'est le ski. Voyez-vous en ski en tant que débutant, eh bien, vous verrouillez les genoux, vous mettez tout en interne pour pouvoir être sûr de freiner, et vous raidissez. Ça, c'est sûr que là, vous avez gelé des degrés de liberté, et là, à ce moment-là, le système devient contrôlable. Dans un second temps, le sujet, au fur et à mesure qu'il apprend, libère des degrés de liberté et les intègre dans une synergie. Imaginez-vous toujours au ski,
Vous n'êtes plus comme ça, vous commencez à être plus détendu, vous maîtrisez les interactions avec la neige, vous commencez à comprendre comment tourner et comment gérer la vitesse, comment vous arrêter. À ce moment-là, vous commencez à utiliser les hanches et les genoux de manière plus libérée. Ce sont des composantes que vous pouvez utiliser dans la synergie terminale. Ce que je n'ai pas mis là, c'est la troisième étape, c'est l'utilisation des phénomènes réactifs, c'est-à-dire qu'après, au niveau de l'expertise, vous allez gérer même les structures environnementales, c'est-à-dire vous allez gérer votre descente en ski en fonction de la qualité de la neige, en fonction des conditions de visibilité, etc. etc. Vous allez utiliser l'environnement, et cet environnement, vous allez prélever des informations qui vont organiser différemment votre motricité. Quelles contraintes sur les degrés de liberté? Eh bien, si on parle de la marche, puisqu'il faut bien en arriver là, eh bien, vous pouvez avoir sur les degrés de liberté des contraintes neurologiques. En fait, de toute façon, on va parler de pathologie. Vous pouvez avoir des contraintes neurologiques, vous pouvez avoir des problèmes de commande, vous pouvez avoir des problèmes de spasticité. Ces problèmes de spasticité, en plus, répondent différemment en fonction de la sensibilité de la spasticité à l'étirement, donc à la vitesse angulaire. Il y a une spasticité, et celui qui est spastique à côté, il n'est pas spastique de la même manière, ça ne retentit pas de la même manière. Le problème de sélectivité musculaire. Les contraintes perceptives. Si vous ne voyez rien, vous n'allez pas avancer comme quelqu'un de normal. Si vous ne voyez rien, vous allez diminuer votre vitesse, parce qu'il vous faut le temps de voir où vous allez. Les contraintes articulaires ou musculaires, les muscles courts, faibles, des formations osseuses. Si j'ai des muscles faibles, si j'ai des muscles très faibles en distal, comme en paralysie cérébrale, est-ce qu'on peut imaginer effectivement que je puisse marcher comme ça de toute façon? Non, je ne peux pas propulser, c'est très compliqué. Il va falloir que je trouve des moyens pour avancer quand même. Alors, j'ai des degrés de liberté disponibles, qu'est-ce que je peux faire quand je suis un enfant et que je ne peux pas poser le talon réellement pour pouvoir avancer et progresser sur tout le pied pour pouvoir assurer une propulsion? Ben, je me mets comme ça, c'est plus facile, parce que j'ai juste ça à faire. Au lieu d'une progression longitudinale au niveau du pied, qui demande quand même un certain nombre d'efforts et de principes mécaniques à respecter, eh ben je tourne et j'avance. Ça y est, j'ai progressé au niveau du pied. Premier problème résolu, degré de liberté, synergie, efficace. Le seul problème, c'est qu'on peut imaginer que quelqu'un qui marche tout le temps comme ça, dans ce principe de synergie, parce qu'il y a des contraintes, eh bien, en grandissant là-dessus, subit les conséquences de ce qu'il est en train de faire, et donc ça se voit après au niveau du muscle et de l'articulation, et de l'os. La douleur, si j'ai mal, évidemment, ça c'est vraiment le truc le plus simple, c'est si j'ai un caillou dans la chaussure qui me fait très mal, eh ben, je ne vais pas aller continuer à appuyer, à part si j'ai des penchants particuliers, je ne vais pas continuer à appuyer sur le talon. Si j'ai un caillou au niveau du talon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'organiser pour marcher sur la pointe, pour éviter. Quelqu'un qui marche avec un caillou dans la chaussure pendant une journée et quelqu'un qui marche avec un caillou dans la chaussure pendant une semaine, je me suis amusé à faire ça, vous voyez au bout d'une semaine que vous marchez comme ça, de manière très, très libre. Vous avez organisé différemment vos différents liens segmentaires, de vos différentes motricités, afin de pouvoir produire des synergies comportementales qui évitent d'avoir de la douleur, mais qui gardent de l'efficience et de l'efficacité. Efficacité et efficience, c'est-à-dire à coût énergie faible. La peur. Chez les patients chuteurs, beaucoup, la peur est elle-même une contrainte, un degré de liberté qui est une contrainte, en fait, qui n'est pas un degré de liberté, hein, c'est une contrainte, pardon, et qui va influer, en fait, directement sur la marche. Et on rajoute les contraintes environnementales, plus larges, qui sont la nature du sol, les conditions atmosphériques, etc., qui peuvent effectivement donc influer sur mes choix, entre guillemets. Alors des choix, est-ce que ce sont réellement des choix? En fait, non. Il y a les théories plutôt écologiques, les théories des systèmes dynamiques, qui disent, en gros, que si on ne peut pas calculer tous les paramètres et faire des choix qui sont des choix qui tiennent compte des degrés de liberté articulaire, puis des différentes informations sensorielles, qu'il faut les intégrer, etc., etc., il y a des gens qui ont remarqué quand même qu'on pouvait assister à l'émergence de coordination. Vous avez un système polyarticulé, il est complexe, mais il ne peut pas faire n'importe quoi, et donc il a lui-même des contraintes. Et en plus, ces systèmes sont en lien les uns avec les autres, et ça veut dire que,
en fonction de la tâche qui est à réaliser, le système va adopter spontanément un comportement et celui-ci va être le plus efficient possible. Vont émerger donc ce qu'on appelle des patrons de coordination. Donc c'est des formes spatio-temporelles qui sont stables entre les différents composants du système moteur. Et là, on va avoir, effectivement, je vous parlais tout à l'heure du caillou dans la chaussure, et puis au bout d'une semaine, le fait de pouvoir marcher éventuellement de manière optimale, le talon en l'air, et puis à faible coût énergétique, donc je me mets en rotation interne, vous avez vu, c'est plus facile, biomécaniquement c'est plus facile, je ne vais pas marcher comme ça, c'est compliqué ça, il faut que je transfère, c'est énorme, donc je vais juste me mettre en rotation interne, comme ça c'est beaucoup plus facile. Eh bien, vont émerger la notion d'attracteur. On va parler de trucs typiques un peu, mais on a du mal à réaliser comment ça pourrait émerger, c'est-à-dire, surtout dans les théories computationnelles, à partir du moment où un cerveau, on se dit, mais comment des patrons de coordination émergeraient comme ça? Eh bien, von Holtz a réalisé, en fait, en 1973, des études, et notamment sur le mille-pattes Lithobius. Vous avez le mille-pattes, et puis, comme c'est un fervent défenseur des droits des animaux, en fait, il a coupé des pattes. Et il n'a coupé pas n'importe quelle patte, il a coupé des pattes différemment. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Eh bien, il a constaté que spontanément, on avait des relations de phases différentes dans la progression, c'est-à-dire tantôt les pattes se rapprochaient et le mouvement pouvait progresser comme ça, et puis d'autres fois c'était plutôt comme ça, en fonction des paires de pattes qui étaient coupées. Pas de programme moteur, directement l'émergence de coordination, de patrons de coordination stables, parce qu'il n'a juste pas le choix. En gros, par rapport à ce qu'on a dit, tant qu'il reste des degrés de liberté mobilisables et adéquats à la tâche, je peux encore m'adapter. Peut-être au prix d'une augmentation du coût énergétique. Parce que quand j'ai des problèmes de sélectivité, de muscles courts, que j'ai des problèmes de commande, etc., ça fait beaucoup de contraintes. Et à la fin, il ne reste plus grand-chose de disponible pour que je puisse m'organiser et on peut obtenir des marches très sécurisées parce que tout est un problème, si vous voulez. Quand je ne peux plus m'adapter, je chute. Et si je commence à trop chuter, je ne marche plus parce que c'est trop coûteux. Alors, on va aller un petit peu sur la théorie des systèmes dynamiques. Je vais être très, très light et très large parce qu'en fait, il y a énormément de choses dans le domaine. Mais on va repartir sur cette notion d'attracteur. Cette notion d'attracteur, c'est quoi? Comme vous l'avez vu en fait sur les différents patrons de coordination, notamment sur le mille-pattes, eh bien, le système, le mille-pattes, va adopter des états sous l'influence des contraintes qui pèsent, un comportement qui est préférentiel. Et ce comportement préférentiel, il est illustré par la notion d'un puits, ici, qui est plus ou moins profond, plus ou moins resserré, et ça, c'est ce qu'on appelle un attracteur. Le système va être attiré au fond du puits. Après, en fait, on peut faire la différence entre un attracteur fort et un attracteur faible, c'est-à-dire qu'une fois que la boule est au fond du puits, ici, pour en sortir, c'est dur. Il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour sortir. Ce patron de coordination est très stable. Et puis, il y a des patrons de coordination qui peuvent être plus faibles, des attracteurs plus faibles, dans lesquels il ne faut pas beaucoup d'efforts pour basculer d'un à l'autre. Plus grande est la stabilité d'un attracteur, moins la perturbation a d'effet sur celui-ci. Et la durée entre la perturbation et le retour à l'état initial, le temps de relaxation est une mesure de la stabilité, c'est-à-dire la capacité que j'ai à être perturbé, si on revient sur ce puits ici, eh bien, je peux subir une perturbation, mais ça redescend très très vite parce que cet attracteur est très fort. Alors, cette notion d'attracteur, on peut la dessiner. On peut la dessiner, c'est-à-dire si je prends un signal temporel, quel qu'il soit, eh bien je peux le dessiner dans ce qu'on appelle un espace déphase. Un espace déphase, par exemple, pour un pendule, si je lance un pendule et qu'il s'arrête, si je fais un tracé vitesse-position, eh bien je vais voir que le pendule va faire ça, puis petit à petit, va s'arrêter au milieu. Si maintenant mon pendule, s'il est entretenu, qu'il est complètement cyclique, comme un mouvement périodique, ici, eh bien je vais obtenir ici ce qu'on appelle un cycle limite. Et puis, il y a des comportements
moteurs, au-delà du pendule, qui sont plus difficiles à percevoir en termes de structure temporelle. Est-ce qu'un cycle limite ou ici un point fixe, c'est-à-dire un pendule qui s'arrête, on décrit quand même assez bien le mouvement. On sait quand même ce qui va advenir du système. S'il est entretenu, il va rester cyclique constamment. Et puis s'il n'est pas entretenu, en ce qui concerne le pendule, il va s'arrêter. Donc on est sur la capacité de prédire l'état suivant du système. Et puis dans certains cas, c'est plus compliqué. Quand on a un signal comme ça, on se dit, bon, ça a l'air d'être aléatoire, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi. Et puis quand on le trace, c'est pas si n'importe quoi que ça. Ça, c'est une structure chaotique. Une structure chaotique, ça veut dire qu'a priori, ça ressemble à rien. Et puis quand on commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans la succession temporelle des signaux, temporelle et spatiale, eh ben, on voit en fait que c'est déterministe. Alors qu'est-ce que c'est déterministe? C'est ça, déterministe. Mais là, c'est du n'importe quoi avec du déterministe dedans. Et puis là, c'est du n'importe quoi tout court. Donc là, c'est ce qu'on appelle stochastique, aléatoire. Est-ce que la marche, elle est périodique? Parce que voilà, c'est cyclique. On pourrait se dire, est-ce que c'est périodique? Alors, Hausdorff, il a dit, non. En fait, la marche, elle n'est pas périodique. Alors ça, c'est étonnant. C'est qu'on n'est pas sur un système qui est complètement cyclique et que l'on peut décrire comme un système périodique. Alors, si je regarde ce qui se passe dans ces attracteurs-là et que je regarde la structure même des points qui le composent sur un plan temporel et spatial, je vais pouvoir essayer de prédire l'état suivant. Si je peux prédire l'état suivant, c'est que c'est organisé, c'est que c'est structuré, et donc, a priori, ce serait stable. Et donc, on va parler de stabilité locale et de stabilité globale. Cette stabilité locale, que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales d'un système. En fait, si je marche et qu'on me pousse, c'est pas grave, je vais revenir. En gros, j'ai une très bonne stabilité locale, une sensibilité... Enfin, comment ça? Je viens de me tromper. Ça, c'est la stabilité globale. C'est-à-dire que le système ici a la capacité à s'accommoder aux perturbations ponctuelles. Si je marche et qu'on me pousse, je vais pouvoir rattraper sans problème mon équilibre. Par contre, ici, au niveau de la stabilité locale, c'est la sensibilité aux conditions initiales. Ça veut dire que la moindre perturbation initiale peut complètement désagréger le système. C'est-à-dire que vous pouvez marcher, par exemple, mais pas longtemps, et vous n'allez pas pouvoir marcher cycliquement longtemps. Vous allez introduire dedans des paramètres qui vont varier énormément et faire que la marche va devenir très instable. Alors pour ça, on a des outils mathématiques pour essayer de voir si le système il est prédictible dans le temps ou pas. C'est les exposants de Lyapunov. Donc on va essayer de détecter s'il y a du chaos au sein du système. Donc pour ça, on prend une série temporelle, on la trace dans l'espace des phases, et on va étudier point par point les voisins les plus proches des points les uns par rapport aux autres. Je vous fais grâce en fait des structures mathématiques, mais l'idée c'est que si je calcule mon exposant s'il est positif, eh bien sa grandeur détermine l'échelle de temps à partir de quel moment je pourrais plus prédire son état. Si j'ai un système complètement périodique, eh bien, s'il est périodique, il est périodique et je peux prédire son état pendant longtemps. Si maintenant j'ai un système, je vous fais un exemple, qui marche comme ça, et puis après, en fait, qui petit à petit, parce que je fatigue, je ne peux plus marcher, si je recommence, eh bien, je vais pouvoir peut-être diminuer très rapidement ma performance. Et ça, en fait, à partir de ce moment-là, si vous avez une période stable, eh bien, vous allez rentrer dans une période instable où on ne va pas pouvoir prédire ce qui va se passer après. Donc ça, c'est l'illustration ici. Hop, c'est pas ça. L'illustration ici, par exemple, c'est sur la météo de Lorentz. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on peut prédire l'état météorologique. Donc ça n'a rien à voir avec la motricité. Mais à partir d'un certain moment, on ne peut plus. Une instabilité se crée. Et à partir d'un certain moment, je ne peux plus prédire la suite. Et vous voyez, quelquefois, les résultats sont tout à fait opposés. Alors que ça a commencé exactement de la même manière. Donc c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Si l'exposant est égal à 0, je peux prévoir son état suivant. Donc là, je suis dans des systèmes rythmiques. Et s'il est négatif, eh bien, le système converge vers l'immobilité. Ici, au niveau de la sensibilité aux conditions initiales, au niveau de la marche, eh bien,
Chez les amputés transfémoraux, notamment sur des mouvements du tronc dans l'axe médiolatéral ou antéro-postérieur, eh bien, les transfémoraux ont des exposants maximaux de Lyapunov supérieurs à ceux de la population normale. C'est-à-dire qu'eux, c'est pareil, divergent plus vite, ils sont moins structurés dans l'espace et le temps que des populations qui sont asymptomatiques. Buzy, par exemple, au niveau de l'espace d'efface sur l'articulation du genou, par exemple, entre des populations jeunes et des populations âgées, eh bien, on voit que ce soit chez l'enfant, l'adulte ou la personne âgée, les pathologiques ont toujours un exposant maximal de Lyapunov supérieur à la population normale. A l'inverse, on peut avoir aussi des exposants maximaux de Lyapunov qui sont inférieurs chez la population pathologique par rapport à le sujet contrôle. Et là, c'est plus compliqué à interpréter, parce que du coup, là par exemple, dans le cas de patients souffrant de neuropathie diabétique, bah, du coup, ils seraient plus ordonnés, il y aurait plus d'ordre dans ce qu'ils font que la population normale. Et là, est-ce que c'est lié à la diminution de la vitesse de marche? En fait, au bout du compte, après, on fait que des hypothèses. Si on a une marche instable, la conséquence de l'instabilité, c'est, on l'a dit tout à l'heure, une dépense énergétique qui est augmentée, et donc la difficulté, c'est toujours de pouvoir marcher longtemps, par exemple, et donc plus on fatigue et moins on marche longtemps. Et puis, à un moment, il y a aussi le risque de la chute. Alors, est-ce que ces outils-là, qui sont des outils dynamiques non linéaires, sont des bons prédicteurs de chute? Alors, oui, ce sont des bons prédicteurs de chute. En tout cas, sur deux types d'algorithmes. Il y a plusieurs algorithmes, plusieurs façons en fait, de calculer ces exposants, et certains sont plus adaptés que d'autres à des séries temporelles ou en termes de prédicteurs de chute. Donc là, il y a deux algorithmes particuliers. Il y a pas mal de publications ici là, qui ont testé ça en tant que prédicteur de chute, et c'est surtout les corrélations à court terme de l'exposant maximal du Lyapunov qui sont en fait représentatives de la stabilité globale, c'est-à-dire la stabilité qui permet de gérer des perturbations ponctuelles. Mais là, je viens de vous parler de tout ça et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que à quoi ça sert? On peut prédire des chutes, mais c'est de la dynamique non linéaire. Nous, dans les hôpitaux, on n'a pas d'ingénieur qui fait de la dynamique non linéaire, et vous avez raison. Et donc ça, on ne peut pas l'utiliser. Alors, on l'utilise en sciences fondamentales. On a des populations, on a des cohortes, on peut le faire. Mais on a des problèmes, c'est que pour faire ça, déjà, il faut des compétences mathématiques certaines, il faut des ressources en calcul, surtout il faut des durées d'acquisition très longues. Parce que si on veut prédire l'état d'un système, il faut qu'on ait ce système pendant le plus longtemps possible. Ça tombe bien, les gens qui chutent ne peuvent pas marcher longtemps. Les paralysés cérébraux ne peuvent pas marcher longtemps en fonction du degré d'atteinte, et donc plus ils sont atteints, plus on aurait besoin de savoir, et plus on aurait besoin de savoir, moins on peut le faire, puisque moins ils peuvent marcher longtemps, vous voyez? Donc, c'est un problème. Il faut qu'ils marchent longtemps. Alors, admettons qu'ils marchent longtemps. Vous avez tous des systèmes pratiquement de capture de mouvement. Vous avez une salle qui fait 16 mètres. S'il marche sur 16 mètres, il a fait 16 cycles de marche, admettons. Bah, c'est trop peu. Alors c'est pareil, il y a problème donc de durée d'acquisition par rapport aux performances du patient, et puis en même temps, on utilise un tapis roulant. Ouais, mais c'est pas pareil, ça marche pas bien. Des systèmes portables, accéléromètres, ça va pas non plus, trop de bruit. Tapis instrumenté Grail, ah, là il y a peut-être un truc, ça peut peut-être fonctionner. Et puis après, des astuces. On peut enregistrer des essais successifs et puis essayer par des méthodes de bootstrap qui seraient adaptées à l'exposant de Lyapunov de le faire. On pourrait aussi essayer de trouver un moyen pour joindre les données, c'est-à-dire de récupérer un essai, puis un autre essai, puis un autre essai, puis un autre essai, et puis de les coupler. Ça pose des problèmes méthodologiques. Mais en science, ça s'appelle un principe, c'est le principe d'ergodicité. Et peut-être que l'on peut trouver un moyen, qui reste à trouver, pour pouvoir faire de la dynamique non linéaire sur des séries qui ne sont pas des séries continues. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en clinique, au bout du compte? Eh bien, la variabilité de la marche. C'est une signature des fonctionnements des systèmes. En fait, on va déterminer deux choses, la stabilité et la stationnarité. Cette variabilité, ici, qui serait la signature de l'état du système, eh bien, on a vu tout à l'heure qu'un corps est stable lorsque celui-ci, initialement en équilibre ou en état stationnaire, retourne à cet état après perturbation. Je vous ai montré qu'en marchant ici, je pouvais toujours être poussé d'un côté et revenir. Ça veut dire qu'à un moment,
si je suis stable, je suis en mesure de répondre à cette perturbation. Et en même temps, la modification visible du pattern de marche, ici, et la symétrie, me donne un paramètre de robustesse du système. C'est-à-dire entre marcher comme ça et marcher comme ça, ou marcher comme ça, ce qui est différent. Ce sont des principes en fait mécaniques qui sont quand même différents, au bout du compte. Eh bien, je vais avoir une relation entre la robustesse de système et la flexibilité du système pour répondre à une perturbation. Si on veut un exemple de stationnarité, bah, si je prends une série de paramètres spatio-temporels ici, hein, donc la durée du pas, la durée du cycle, phase d'appui, phase oscillante, double appui, etc. J'ai une base normale, et par rapport à cette base normale, j'ai les paramètres du patient, et plus on est éloigné, et plus ils sont en état, leur stationnarité en fait est éloignée par rapport à une population normale. On peut montrer ça de manière un peu différente, avec, en principe de stationnarité, ce type de graphique qui permet d'avoir la population normale, et ensuite, à partir du moment où je vais m'écarter dans un sens ou dans un autre de cette norme, eh bien, ici, tous les paramètres vont se resserrer vers le centre. Au niveau de la variabilité, stabilité, variabilité, flexibilité, d'abord, il faut savoir que c'est inhérent au comportement moteur. Il y a de la variabilité dans tout. À partir du moment où vous bougez, vous variez. Cette variabilité, elle est faible. Et souvent, à partir du moment où elle augmente, on la considère plutôt comme de la perturbation, on va dire, ou du parasite, alors que, en fait, ça peut refléter la capacité à réguler les perturbations. Dans le cas de la marche lancée, eh bien, on ne peut pas avoir de répétition du cycle de marche absolument parfaite. On varie d'un cycle à l'autre. Mais la variabilité, elle est réduite, c'est une variabilité de fond. Et c'est la bonne santé du système. C'est qu'à partir du moment où vous variez, même faiblement, ça veut dire que vous êtes dans un système qui est adaptable et qui peut faiblement varier ou plus varier. Mais un système qui ne varie pas, qui serait toujours périodique, à partir du moment où vous le perturbez, c'est très compliqué pour lui de revenir à l'état. Il faut une variabilité de base. Il faut du bruit. Ce bruit, il est fonctionnel en réalité. Chez les adultes sains, les fluctuations sont faibles et le coefficient de variation de nombreux paramètres de quelques pourcents. Par exemple ici, au niveau de la phase oscillante, eh bien vous voyez par rapport à un sujet sain, et vous voyez chez une personne âgée, non chuteuse, personne âgée, asymptomatique de quoi que ce soit, simplement âgée. Donc cette variabilité, elle est naturelle. Chez l'enfant également, quand il apprend à marcher, eh bien, il varie. Ici, vous avez toujours votre phase, le temps de cycle. Eh bien, le temps de cycle varie également à partir du moment où il commence à apprendre à marcher. Puis, petit à petit, il diminue. Est-ce que c'est un bon marqueur de chute d'étudier la variabilité? Eh bien, ici, Mackie a montré effectivement que les risques de chute étaient multipliés par 2 quand on avait une augmentation de 3% du coefficient de variation de la vitesse et de la longueur du cycle, de 6% du coefficient de variation de double appui. Ici par exemple également, dans ce travail d'Osdorf, eh bien, la durée du cycle, la phase oscillante, eh bien, leur augmentation de variabilité est corrélée à une augmentation du risque de chute. Mais de même que la diminution de la variabilité, c'est-à-dire une variabilité en dessous de la norme, c'est-à-dire une marche rigide, comme celle du patient chuteur, qui peut geler tous les degrés de liberté pour éviter d'avoir à contrôler trop de choses, eh bien devient plutôt robotique, et à ce moment-là perd de la variabilité, et cette variabilité de santé que j'ai évoquée tout à l'heure, qui permet de dire à un moment que l'état est susceptible de pouvoir faire varier après une perturbation, eh bien, ne peuvent pas. C'est-à-dire que la moindre perturbation fait capoter le système. Là, ce sont les données fluctuelles, les fluctuations temporelles du cycle de marche, hein, entre les sujets jeunes et individus âgés non chuteurs et un chuteur âgé. Donc ça, vous voyez, au niveau du chuteur, on a une augmentation drastique de la variabilité, donc là, sur la phase d'appui. Donc phase d'appui en bas, ici, et temps de cycle en haut. Alors, au niveau de la problématique, le temps avance vite. Le problème de cette variabilité, c'est que face à différents troubles, différentes compensations, différents protocoles, on n'a pas toujours
les mêmes paramètres qui varient et pas toujours dans les mêmes proportions. Donc, il va falloir avoir une espèce d'analyse multifactorielle qui serait à la fois une analyse sur la stationnarité, c'est-à-dire quel est le comportement par rapport à la norme qu'adopte le patient, mais également la symétrie de la marche qui va donner quand même une indication sur les difficultés de contrôle droite-gauche, parce que évidemment si je boite fort, ça ne va pas avoir la même incidence que si je suis symétrique, et cette notion de variabilité qui est le reflet de la stabilité, avec une variabilité qui, somme toute, serait ni trop peu, ni trop. Donc il faut les caractéristiques cliniques imposées à un score qui serait celui-ci, eh ben, c'est qu'il faudrait un examen simple de lecture avec une base normale préintégrée et de la prise en compte de grandeur et de dynamique des fluctuations des paramètres et des paramètres pondérés. Donc là, j'ai peu de temps malheureusement pour vous renvoyer sur sur les modalités de calcul du Get Variability Index, mais c'est un index qui a été créé par Arnaud Goel dans le cadre de sa thèse, qui est utilisé maintenant pas mal dans différents centres et qui a fait l'objet quand même de pas mal d'articles. L'idée, c'est d'avoir un score sur 100, et sur ce score sur 100, 9 paramètres qui ont été sélectionnés à vitesse préférentielle, qui sont rentrés dans le mode de calcul, vont être organisés en termes de calcul comme l'est le Get Variability Index pour ceux qui connaissent, le Get Deviation Index, pardon, pour ceux qui connaissent sur un plan cinématique, c'est-à-dire que l'on va avoir le calcul d'une distance entre la variabilité du sujet pathologique et la variabilité de sujet sain. À partir de ce moment-là, on va avoir une note sur 100, et si le sujet est trop variable ou s'il n'est pas assez variable, ça va dégrader la note, tout simplement. Donc ça va s'interpréter comme ça, c'est-à-dire que plus je suis proche de 100, plus j'ai une variabilité proche de la norme, et plus je vais descendre à ce niveau-là, et plus je vais avoir de problèmes, parce que je vais varier soit trop, soit pas assez. Donc ça, c'est un peu la liste des publications, mais ça, je pourrai en discuter avec vous après. Le GVI, il a des problèmes, ce score, il a des problèmes. Ce premier problème, c'est que l'utilisation en fait, des logarithmes nécessaires en fait, au calcul du score en fait, pose des soucis à partir du moment où la variabilité du sujet est très proche de la variabilité du groupe de référence. Donc ça, on a corrigé ce genre de choses. On améliore la différenciation gauche-droite, parce que c'est important de savoir quelle est la part de variabilité de la jambe gauche de la jambe droite. Et on va ajouter une direction à la variabilité, et à ce moment-là, si vous êtes à 100, c'est que vous êtes variable comme un sujet sain. Si vous êtes trop variable, le score va augmenter, donc c'est une différence, cette fois il y a une direction. Et si vous êtes trop rigide, si la variabilité des paramètres spatio-temporels est trop faible, eh bien vous allez diminuer. Donc on dispose au final, pour essayer de prédire un petit peu l'état du système patient à travers les paramètres spatio-temporels, on va avoir l'étude de la stationnarité, c'est-à-dire la forme de la marche, la forme de la production motrice qui a lieu en fait par les paramètres spatio-temporels, la succession des appuis dans le temps et l'espace, les aspects symétriques de la marche qui viennent un tout petit peu en retrait, mais surtout la stabilité et la quantité de variabilité de ces paramètres. Juste pour finir avec un paradoxe, c'est qu'un sujet chuteur, si vous avez une personne qui marche d'un point à un autre et qui se met à tomber, c'est une personne qui varie beaucoup et qui devient instable. Elle va en plus avoir de plus en plus peur de chuter, donc elle va modifier par la peur son pattern de marche. Et vous allez avoir des phases de double appui qui vont augmenter, des pas qui vont rétrécir, en tout cas des longueurs de pas qui vont rétrécir, et une vitesse qui va diminuer, en gros. Et donc cette personne est une chuteuse, mais elle est redevenue stable. Elle ne chute plus, parce qu'elle marche comme ça. Et si vous voulez, vous avez un paradoxe, c'est qu'en fonction du pattern que vous adoptez, vous êtes stable et vous êtes instable, mais le pattern que vous adoptez signe aussi le fait que vous êtes instable dans un autre pattern. C'est pour ça que là, juste pour terminer, on est en train de travailler sur le fait de... Vous avez vu cette notion d'attracteur tout à l'heure. Eh bien, en fait, l'attracteur, il est simple, c'est que quand on regarde les paramètres spatio-temporels sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, si je fais
Un serpentin là au-dessus de la norme, ça représente le bassin d'attraction temporelle et spatiale d'un sujet sain. C'est-à-dire que vous marchez tous de la même manière. Il y a des fluctuations, il y a des petites différences, mais cela dit, les corridors de normalité ne sont pas élevés. Par contre, quand on fait une base normale avec des enfants de 4 à 7 ans, on a certains paramètres dont la variabilité est assez importante. Le corridor de normalité est important. Donc ça, voici un bassin d'attraction qui serait un bassin normal, et puis le pathologique va s'écarter de ce bassin d'attraction sur certains paramètres qui sont des paramètres de temps et d'espace. Et là, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir regarder quelle est la part de l'espace et quelle est la part du temps. Je peux réguler par la vitesse, je peux réguler par le temps. Et on voit qu'il y a des patients qui adoptent en fait des stratégies différentes en fonction de s'ils peuvent réguler par le temps ou s'ils peuvent réguler par l'espace ou par les deux. Mais ça, je vous laisserai pouvoir en discuter donc, après la présentation, si vous voulez. Merci à vous. Merci beaucoup Fabrice pour cette excellente présentation très didactique. Donc le moment est ouvert aux questions. Je pose déjà le micro à Monsieur Gaget qui parlait de prédiction. Oui, ça tombe bien, on parlait du pouvoir de prédiction avec vous juste avant et vous avez développé le sujet. Donc, dans le contrôle postural, il est, à mon avis, sûr que nous sommes maladroits pour étudier, pour surveiller ce pouvoir de prédiction. Donc, vous nous avez présenté la possibilité avec l'exposant de Lyapunov, mais au fond, à votre avis, quel serait le meilleur moyen dans une analyse du signal du bonhomme debout? Moi, je travaille en stabilométrie. Quel serait le meilleur moyen pour calculer, pour étudier ce pouvoir de prédiction? Est-ce Lyapunov ou est-ce qu'il y a encore des choses meilleures? Alors, sur les outils de traitement non linéaire, il y a pas mal de choses. Alors, le problème de Lyapunov dans les signaux stabilométriques, parce que j'ai vu les travaux de M. Waknin, par exemple, le problème de Lyapunov, c'est qu'il n'est pas tout à fait adapté aux signaux stochastiques. Donc, il faut aller chercher d'autres méthodes de calcul. Alors, après, tous les outils qui vont être des outils d'études fréquentielles non linéaires vont pouvoir être adaptés. Donc on va pouvoir essayer de choisir, ça va être dur de vous donner une réponse comme ça, mais ça dépend de la durée de série que vous avez. Donc si vous enregistrez des séries longues ou si vous enregistrez des séries courtes, et puis de leurs propriétés principalement. Et là, à ce moment-là, on a des petits problèmes. Sur la posturo, on a utilisé l'exposant de Lyapunov, et c'est vrai que ce n'est pas du tout adapté. Et le problème est toujours le même, c'est celui de la durée d'acquisition. Qui parfois est compensé par la fréquence, ce qui est une erreur, parce que ça met du bruit, donc ça perturbe énormément ces algorithmes. Et donc, il faut trouver un ratio efficace entre la durée d'acquisition et la fréquence d'acquisition. Et à partir de ce moment-là, on peut décider des outils. Donc, je ne peux pas vous donner de nom d'outils comme ça. En fait, il faut vraiment étudier de manière plus avancée, en fait, qu'est-ce que l'on cherche à avoir comme signal exactement, parce qu'on peut essayer d'étudier la complexité du système et on peut essayer d'étudier la prédictibilité du système, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Les deux se complètent, mais ne sont pas tout à fait de même nature. Donc je pourrais en discuter plus longuement avec vous après, si vous voulez, d'ailleurs, avec plaisir. Sur les... Oui, oui. Les questions ? Gilles Alali. Bonjour, merci beaucoup pour ton exposé qui était vraiment très clair et d'avoir insisté sur la stabilité et la variabilité. C'est un point très important parce que finalement on a montré dans des modèles sains et dans des modèles pathologiques que la variabilité était associée au risque de chute, comme vous l'avez rappelé. Oui. Vous travaillez aussi chez l'enfant. Est-ce Oui. qu'on a fait la même démonstration? C'est-à-dire vous avez montré que chez les enfants, plus jeunes, la variabilité était augmentée et plus l'enfant grandit, plus elle diminue. Est-ce que c'est associé aussi à une diminution des chutes chez l'enfant? Une diminution, pardon, je ne sais pas. Des chutes chez l'enfant. Alors,
Oui, parce que l'enfant qui varie beaucoup quand il apprend à marcher tombe beaucoup. Bon, il se fait pas mal parce qu'il est très élastique et il tombe pas de haut. Mais en fait, cette variabilité est accompagnée en fait, de chutes. En règle générale, on considère que vous avez une quantité de variabilité qui correspond à la bonne santé physiologique. C'est-à-dire vous variez dans une amplitude qui vous permet d'être adaptable et vous permet justement d'avoir une certaine flexibilité. Après, on a vu que si vous ne variez pas assez, le système devient rigide. Et à ce moment-là, même sur le plan segmentaire, ça se concrétise. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus répondre aux perturbations. Mais si vous variez trop, vous tombez aussi. C'est-à-dire que trop varier, c'est pas bon non plus. Alors à partir de quel moment une variabilité excessive est un signe d'instabilité et va générer en fait des chutes? On sait que la majeure partie des chutes se font en marchant. Il y a à peu près 70% des chutes qui se font en marchant. Alors c'est assez compliqué parce que ça repose sur des questionnaires, mais on a à peu près cette proportion-là. Eh bien, on voit en fait que beaucoup de ces chutes-là sont liées au fait que c'est une perturbation supplémentaire qui vient. La personne dit, par exemple, en fait j'ai chuté parce qu'il y a eu un trottoir et j'ai pas pu le gérer. Et je me suis pris les pieds dedans. Bon. Et là, à ce moment-là, c'est parce que la personne, elle n'est pas dans une situation dans laquelle elle peut gérer cette information supplémentaire qui est une information environnementale et qui va contraindre le système à le franchir. Voilà. Donc, chez l'enfant, alors chez le diplégique spastique, par exemple, on voit par exemple que quand on fait des traitements par toxine botulique, on a la variabilité de quasiment tous les paramètres spatio-temporels qui augmentent, parce que l'enfant il devient instable. Il se retrouve avec des synergies musculaires qu'il n'arrive plus à mobiliser comme d'habitude, puisqu'il y a des muscles qui sont désactivés. Donc il se retrouve à devoir recréer un pattern différent, ou en tout cas un contrôle différent sur le plan temporel et spatial, et à ce moment-là, on voit qu'effectivement, à 45 jours après les toxines, il devient plus variable, et petit à petit, cette variabilité, après un pic, redescend, parce que l'enfant retrouve en fait un pattern de marche à peu près contrôlé, quoi. Et à partir du moment où la toxine ne fait plus effet, il retombe dans sa variabilité originelle. Voilà. Oui, là je suis trop long. Adrien 7. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'est très agréable de voir une nouvelle approche, ou une approche nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas différente. Sur la notion de variabilité, oui. C'est très intéressant puisqu'au final, j'ai l'impression que ça se rapproche. Alors justement, quel est votre avis avec cette notion de régularité? Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait aussi... la notion, pardon, je sais pas. De régularité, donc d'entropie. Je voulais savoir quel est votre avis, puisqu'au final, la variabilité apporte une évolution d'un paramètre au cours du temps, mais on peut très bien imaginer que cette évolution au cours du temps se répète avec l'entropie. Alors je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Et la deuxième chose qui me questionne depuis quelques temps, c'est un état stable. Est-ce que c'est en contradiction avec quelque chose qui varie aussi au cours du temps, puisque vous avez dit qu'un état stable, c'est donc un attracteur, et on sait aussi que la régularité, quelque chose qui est régulier, et donc qui est stable, n'est pas forcément associé à quelque chose qui est symbole d'un contrôle postural efficace. Donc voilà, c'était tout ça que je voulais. Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Variabilité et régularité, ça m'intéresserait votre avis, s'il vous plaît. Alors, variabilité n'est pas forcément synonyme de régularité. C'est-à-dire que la variabilité, c'est le reflet du système à s'adapter. Donc, il s'adapte en fonction des perturbations environnementales qui, elles, ne sont pas régulières. Donc, c'est le reflet. Le truc que, là, je voulais sensibiliser, c'est qu'on est capable de voir la structure du signal. Et là, à ce moment-là, on a vu tout à l'heure, au niveau de l'espace des phases, au niveau de l'attracteur, et quand on fait de la dynamique non linéaire, d'ailleurs, sur la variabilité elle-même, qu'elle peut être structurée. Il peut y avoir du chaos, il peut y avoir aussi un ordre dans cette variabilité. C'est d'ailleurs, sur cette base-là, je ne vois pas Leslie Decker. Leslie, qui est là-bas, travaille sur le parkinsonien. Son travail à elle, actuellement, c'est d'essayer de voir dans la variabilité les marqueurs qui vont prédire l'aggravation de la maladie de Parkinson avant même que la clinique ne détecte ces symptômes. C'est-à-dire que ça va être par le mouvement, et notamment par le caractère variable, que l'on va pouvoir déceler dedans des structures. Alors,
Pour voir des structures, il faut faire de la dynamique non linéaire. Là-dessus, il ne va pas y avoir de possibilités autres, mais on peut déjà quantifier la variabilité. Donc ça veut dire son amplitude, son importance. Donc à partir de ce moment-là, il y a deux choses qui se complètent. C'est la quantité de variabilité qui va refléter l'état d'un système, mais on ne sait pas si c'est de la variabilité désorganisée ou organisée. Si vous avez mal, il y a une composante qui est une composante de douleur dedans. C'est-à-dire que vous êtes variable, mais parce que vous avez mal, et vous n'avez pas mal 2 fois de la même manière, parce que vous ne faites pas 2 fois vraiment le même appui. Donc vous ne variez pas tellement de la même manière. Donc sur cette notion de régularité, si je comprends bien en fait plutôt en termes de cycle, là c'est compliqué, il n'y en a pas. Maintenant, si vous êtes variable parce que les perturbations que vous subissez sont des perturbations liées à des structures internes, sur un seul plan par exemple, vous avez des variabilités qui sont liées qui sont manifestées par le fait que vous avez des degrés de liberté qui petit à petit sont indisponibles, et à ce moment-là vous allez avoir une variabilité organisée parce que vous allez essayer justement de vous organiser par rapport à la reproduction du pattern. Je ne sais pas si je suis très clair en fait. Vous avez deux choses, hein. Vous avez la quantité de la variabilité et vous avez la structure de la variabilité. Et ça, c'est différent. Et cette structure n'est pas forcément cyclique ni régulière. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Une intervention de Leslie, une dernière intervention après. Ah ben, ce sera le cerise sur le gâteau. Là. La cerise sur le gâteau, exactement. Ouais. Merci beaucoup Fabrice pour cette vraiment très belle présentation. Je voulais juste compléter, et tu l'as bien expliqué, mais c'est juste pour mettre l'emphase dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que ces valeurs de prédictabilité, régularité sont relatives en fait et dépendent beaucoup de la question posée. Par exemple, dans l'apprentissage, une augmentation de la variabilité est quelque chose que l'on attend puisqu'on va passer d'un attracteur très stable qui est le comportement spontané de l'apprenant que l'on veut faire évoluer vers un autre attracteur qui est le comportement qui doit être appris, le comportement qui va lui permettre d'être encore plus performant. Et donc là, on va passer par cette zone de variabilité où il va y avoir, mais qui finalement signe un changement de comportement, mais qui est positif. De même, chez des experts, les athlètes un sportif de haut niveau, il va avoir 1000 façons de réaliser un shoot au basket, par exemple. Donc là, la variabilité est bénéfique parce que ça atteste d'un degré de liberté important. Donc ça dépend vraiment de la question posée, c'est-à-dire que la variabilité est parfois positive parce qu'elle reflète la richesse du comportement et parfois négative parce qu'elle peut refléter un manque de contrôle. Et voilà, je voulais juste... mais ça va complètement dans le sens de toute la présentation. C'était juste pour insister sur ce point. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup donc, pour cette présentation qui est très importante. Donc,